émission questions-réponses sur les huiles essentielles. Je suis très contente de voir que vous êtes nombreux à ce rendez-vous, donc ça fait vraiment plaisir. Je lis ta question. Pour la prise d'huile essentielle par voie orale, doit-on se procurer une huile qui mentionne sur son site internet qu'on peut la prendre par voie orale? Alors, c'est une question extrêmement intéressante et je vais devoir m'y poser un petit peu pour vous expliquer tout ça. Parce que vous allez voir de un que tout le monde prend des précautions énormes et donc on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire avec ces huiles essentielles. Et c'est pour ça que vraiment se former est extrêmement important pour faire la part de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Alors, par rapport à la législation sur les huiles essentielles, c'est un peu rébarbatif, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez très bien aujourd'hui, c'est que les huiles essentielles doivent être de manière légale mises dans une catégorie. Sauf que la catégorie huile essentielle n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois qu'on met une spécialité à base d'huile essentielle ou qu'on met des huiles essentielles unitaires sur le marché, les enregistrer dans une catégorie. Et donc, je vais vous expliquer quelles sont les différentes catégories et vous allez voir que ces catégories, pour rentrer dedans, il faut répondre à des règles spécifiques. Donc, on est obligé d'accepter la réglementation. Et donc, ça fait que, comme tu le dis ici, des fois, on voit sur des emballages d'huile essentielle qu'on veut par exemple avaler, ne surtout pas ingérer ou inflammable. On se dit oulala, ou produits chimiques dangereux. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste une huile essentielle. Mais c'est parce qu'elle rentre dans une catégorie. Donc qu'est-ce qu'on a comme catégorie? Tout d'abord, les substances chimiques. Une huile essentielle, on sait bien que ce n'est pas une substance chimique synthétisée en laboratoire, mais parfois on est obligé de la faire rentrer dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que si on la fait rentrer dans la catégorie substance chimique, elle va devoir respecter les règles des substances chimiques. Et donc, il y a plusieurs choses. D'abord, une réglementation européenne sur l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques. Et les producteurs et importateurs d'huile essentielle doivent déclarer leurs produits s'ils dépassent un certain volume. Et de plus, et c'est ici que ta question fait sens, c'est qu'il y a une classification et un étiquetage, un emballage de ces substances. Donc, elles doivent vraiment être étiquetées, emballées en respectant une certaine législation. Et c'est là que tu peux voir apparaître sur, j'invente une huile essentielle de carotte que tu veux utiliser une goutte pour ta détox, elle a été enregistrée dans la catégorie chimique, donc il va être noté dessus, ne pas ingérer, inflammable, enfin voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Donc j'espère que déjà ça vous fait une certaine prise de conscience. On peut les enregistrer dans la catégorie cosmétique. Ensuite, on n'a pas envie de l'enregistrer dans la catégorie chimique, justement à cause de tout ça. On peut l'enregistrer dans la catégorie cosmétique, mais aussi des règles pour la cosmétique. Et les substances cosmétiques, vous allez voir, elles peuvent être enregistrées, mais elles doivent être très peu concentrées en huile essentielle. Et il y a ici une réglementation aussi européenne des cosmétiques. Donc, je lis là, je me le suis noté, c'est le règlement CE numéro 1223/2009. Vous voyez comme c'est précis. Et donc, il y a ce règlement qui impose la sécurité des produits cosmétiques. Donc, il y a des tests qui sont faits toxicologiques, dermatologiques, évidemment, avant de mettre un cosmétique sur le marché. La notification qui doit être faite au portail européen, donc CPNP, avant leur mise sur le marché, et la liste des ingrédients doit être clairement indiquée sur l'étiquette. Bien sûr, il faut respecter de bonnes pratiques de fabrication. Vous voyez, même le faire enregistrer comme cosmétique, mais ça demande de répondre à des règles qui sont aussi très strictes. Les huiles essentielles que vous allez retrouver enregistrées comme cosmétiques, ce sont souvent des solutions prêtes à l'emploi, par exemple pour faire des massages, et qui sont peu concentrées en huile essentielle, puisqu'au-delà d'une certaine dose, on ne peut plus les enregistrer en cosmétique. Ensuite, on peut les enregistrer en complément alimentaire. Et là, vous allez rencontrer toutes vos huiles essentielles, enfin certaines en tout cas, qui ont fait le dossier d'enregistrement comme complément alimentaire, que vous allez avaler. Donc, par exemple, si vous trouvez des perles d'origan à avaler, normalement, elles doivent être enregistrées comme complément alimentaire. Mais pareil, pour être enregistré en complément alimentaire, il faut respecter des règles très précises. Et de nouveau, les huiles essentielles ne sont pas que des compléments alimentaires. Donc, on les fait rentrer dans une catégorie qui ne leur correspond pas forcément. Et là, si elles doivent rentrer dans la catégorie compléments alimentaires, elles doivent respecter la législation sur les compléments alimentaires. Il y a une directive 2002/46/CE en Europe. Obligation de garantir la sécurité de la consommation, évidemment. Obligation de respecter des allégations nutritionnelles et de santé. Par exemple, vous pouvez retrouver aide à la digestion. Et ces allégations doivent être validées par des autorités compétentes. En Europe, c'est l'EFSA.
Les huiles essentielles ne peuvent être mises sur le marché comme complément alimentaire que si elles sont incluses dans la liste d'ingrédients autorisés. Donc, même si votre huile essentielle ne fait pas partie de la liste d'ingrédients autorisés, vous ne pourrez de toute façon pas l'enregistrer comme complément alimentaire. Et donc là, vous voyez qu'on a un autre problème, ça va être le dosage. Puisque nous, une huile essentielle d'origan, j'invente, vous savez bien, on l'utilise dans les infections virales ou bactériennes. Mais nous, on sait quelle dose il faut utiliser, en tout cas si on est correctement formé. Mais vous allez voir que sur les boîtes enregistrées comme complément alimentaire, on est bien inférieur. Mais oui, parce que si c'est enregistré comme complément alimentaire, c'est la dose qui permet de maintenir un bon état de santé si on en prend tous les jours. Ben, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut en aromathérapie, en tout cas quand on est en aromathérapie scientifique. Vous voyez, dans cette catégorie de nouveaux compléments alimentaires, on est de nouveau un peu bloqué de ce qu'on met sur les emballages. Donc ça rejoint ta question, parce que là aussi, ben, si vous vous dites « Ah, ben, c'est marqué une gélule 2 fois par jour, mais je n'ai pas d'effet », ben non, parce que ce n'est pas bon. Enregistré comme complément alimentaire. Donc, vous voyez, c'est très subtil. Ça peut être aussi, des fois, elles sont enregistrées comme dispositifs médicaux. Et dans ce cas-là, on va retrouver tout ce qui est inhalateur ou des sprays, vous savez, des sprays pour dormir à base d'huile essentielle. Et là, pareil, réglementation de l'Union européenne 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux. Obligation de démontrer que le dispositif est sûr et efficace pour son usage prévu. Réalisation d'une évaluation clinique pour valider les allégations thérapeutiques. Et marquage CE pour prouver que le produit est conforme aux exigences de l'Union européenne avant sa commercialisation. Vous voyez, je pousse mes huiles essentielles, je les fais chaque fois rentrer dans une catégorie parce que je n'ai pas le choix. Mais la catégorie idéale ne fonctionne pas, donc il y aura toujours des inconvénients à les faire rentrer dans ces catégories. Et finalement, une huile essentielle peut être enregistrée comme médicament, mais là, évidemment, ce sont des dossiers extrêmement lourds, donc très peu de laboratoires enregistrent leurs huiles essentielles comme médicaments. Et là, ben, elles peuvent avoir du coup un effet vraiment thérapeutique. Mais elles sont soumises aux mêmes règles que les médicaments. Donc, en vertu du Code de santé publique, obtention d'un numéro d'autorisation de mise sur le marché, le fameux AMM des médicaments. Ça, c'est très très lourd. Des études cliniques qui prouvent l'efficacité thérapeutique et la sécurité du produit. Un contrôle strict sur la production et la distribution. Il y en a un que je connais en France, il y en a peut-être un autre, d'autres, il s'appelle Colpermine. Et c'est marrant parce que du coup, les médecins veulent bien le prescrire parce que c'est un médicament. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le Colpermine? Il n'y a que 187 mg d'huile essentielle de menthe poivrée. Il n'y a rien d'autre. Mais là, les médecins sont très à l'aise, ils disent ben, je prescris un médicament. Et donc, ça fait un peu rire parfois de se dire ben, oui, mais c'est juste de l'huile essentielle de menthe poivrée. Mais ce produit, Colpermine, est véritablement enregistré comme médicament et a subi tous les dossiers, les réglementations qui ont permis l'autorisation de mise sur le marché. Donc, vous voyez, c'est toutes ces différentes catégories que je voulais vous expliquer pour vous dire ben, forcément qu'il va y avoir des choses incohérentes sur votre emballage, puisque ce que vous allez retrouver sur l'emballage, c'est juste qu'on les a mis dans la catégorie. Je reprends la question. Voie orale, doit-on se procurer une huile essentielle qui mentionne sur son site internet qu'on peut la prendre par voie orale? Mais j'ai envie de dire pas spécialement. Il faut être formé correctement parce que tu vas te retrouver, mais si c'est enregistré comme produit chimique, il y a des produits qui sont ingestion interdite. Vous savez, le petit picto orange avec une barre super interdit, mais alors qu'on peut le prendre par voie orale. Il est juste mal enregistré. Donc voilà, c'est vraiment connaître surtout cette voie orale, en tout cas, c'est être formé à l'aromathérapie. Vous ne pouvez pas demain vous savoir en lisant sur des sites internet est-ce que je peux prendre par voie orale ou pas. En massage, il y aura moins de risques, mais la voie orale, il faut vraiment la connaissance des familles biochimiques. C'est hyper important. Et donc, ben non, vous ne pourrez pas le faire de vous-même. Vous devrez poser des questions aux gens qui sont formés, ou à vous d'ailleurs, si vous décidez de vous former à l'aromathérapie. Donc, ce que je veux vous dire, donc, c'est que vraiment, selon l'utilisation chimique, cosmétique, complément alimentaire, dispositif médical, médicament, eh bien, il y a des exigences spécifiques qui doivent se retrouver sur l'emballage et dans les dossiers d'enregistrement. Sous question, on va dire, où tu dis, j'imagine qu'elle doit être 100% pure, mais doit-elle être bio? Y a-t-il d'autres critères à tenir en compte? 100% pure, ça me semble indispensable, comme tu le soulignes bien. Donc, quand j'achète de l'huile essentielle de lavande vraie, je veux que dans mon flacon, il n'y ait que de la lavande vraie et je ne veux pas qu'il y ait du lavandin qui coûte moins cher avec ma lavande vraie, donc 100% pure.
Elle doit être aussi 100% naturelle. Quand j'achète de l'eucalyptus radié, je veux que dans mon flacon, il n'y ait que de l'eucalyptus radié et je ne veux pas qu'il soit coupé avec de l'eucalyptol de synthèse qui coûte beaucoup moins cher. Et 100% intégral, de la première à la dernière goutte. On n'arrête pas la distillation au bout de 2 heures s'il faut 12 heures. Donc 100% pur, 100% naturel, 100% intégral, c'est indispensable. Est-ce qu'elle doit être bio? Ben, ça me semble logique. En fait, tous les problèmes qu'on a eus avec l'huile essentielle de lavande vraie, qui est maintenant heureusement mis hors d'état de nuire, étaient liés au fait que il y avait énormément de pesticides qui étaient utilisés dans la culture de la lavande, et les pesticides sont solubles dans l'huile. Donc, on se retrouve dans votre huile essentielle. Et donc, on a dit, attention, l'huile essentielle de lavande est dangereuse, elle est perturbatrice endocrinienne, parce qu'on utilisait de l'huile essentielle de lavande non bio. Depuis qu'on sait ça, on a fait des études, des tests, et l'huile essentielle de lavande vraie, bio, qui ne contient que de l'huile essentielle de lavande vraie, n'est absolument pas perturbatrice endocrinienne. Donc moi, ça me semble indispensable d'utiliser des huiles essentielles bio, même si elles sont plus chères, elles sont toujours plus chères. Mais c'est dommage de vouloir prendre soin de votre santé naturellement avec des huiles essentielles pour au final vous intoxiquer par des pesticides. Alors, autant ne rien mettre. Alors, j'apporterai une toute petite nuance, c'est à l'huile essentielle d'Immortel. Immortel, vous savez, c'est une superbe huile essentielle anti-hématome, anti-contusion, post-opératoire. Et la meilleure Immortel, elle pousse en Corse. Eh bien, cette Immortel de Corse, elle est très riche en molécules aromatiques, elle est la plus merveilleuse quand elle pousse à l'état sauvage. Et si elle pousse à l'état sauvage, on ne peut pas mettre la mention bio. Donc, vous voyez toujours cette petite nuance aussi de savoir que c'est la nature et que dans leur état sauvage, les huiles essentielles sont incroyablement puissantes. Nom latin, s'il n'y a pas de nom latin écrit sur l'emballage, on ne prend pas le nom latin, c'est le nom international. Moi, si j'ai lavande vraie, je ne prends pas. Lavandula angustifolia, sous-espèce angustifolia. L'organe producteur, donc qu'est-ce qu'on a distillé de la plante? Parce que par exemple, si vous prenez de l'huile essentielle d'orange, on va dire d'orange amère, pardon. Donc le bigaradier. Bien, quand vous avez votre bel arbre d'oranger amère, moi, vous me dites que c'est de l'oranger amère, mais vous ne me dites pas ce que vous distillez. Si je distille les feuilles, j'ai du petit grain de bigarade. Si je distille la fleur, j'ai de l'huile essentielle de néroli. Et si j'utilise le fruit, donc l'orange amère, j'ai de l'essence d'orange amère. Alors moi, je suis désolée. Si vous me dites oranger sans me préciser de quelle partie de la plante vous distillez, je ne sais pas quelle huile essentielle on a. Donc ça me semble aussi indispensable que sur votre flacon d'huile essentielle soit indiqué l'organe producteur. Le chémotype, bien sûr, les composants majoritaires, si on peut les avoir. Mais donc, voilà, ça c'est un chapitre entier, donc je ne pourrai pas venir dessus, mais je vous ai déjà donné des petites pistes. Aussi, fuyez les trop bonnes affaires. Si c'est trop peu cher, c'est pas bon. Tout travail a un prix et toujours dans des flacons en verre foncé. Vous savez que les huiles essentielles sont sensibles à la lumière, à l'oxydation, donc on ne les met pas dans des flacons en verre transparent. Donc ça, c'est déjà des choses qui vont vous faire prendre conscience de savoir si votre huile essentielle est de qualité ou pas. Il existe l'huile essentielle de carotte produite à partir de fruits et à partir de semences. Déjà, je pense qu'il y a une différence par rapport aux bénéfices et aux propriétés. Mais pour une détox, laquelle conseillez-vous? Alors là, c'est quelque chose qui est important qui est abordé et là, il y a une confusion. Il y a 2 huiles essentielles de carotte, la carotte sauvage et la carotte cultivée. Carotte cultivée, Docus carota, variété sativa. Carotte sauvage, Docus carota, variété maximus. Donc, c'est déjà 2 plantes différentes. Vous allez retrouver dans de la carotte cultivée du bisabolène et surtout du docol. Et en fait, c'est le docol qui nous intéresse principalement dans la détox. Dans la carotte sauvage, vous retrouverez le bisabolène, mais pas de docol ou très peu. Et vous allez plutôt retrouver des esters comme l'acétate de géranine. Vous comprenez que l'huile essentielle que je vais utiliser pour ma détox, c'est l'huile essentielle de carotte cultivée, Docus carota, variété sativa. Alors, la deuxième question, c'était à partir du fruit ou à partir des semences. La carotte cultivée, on l'obtient à partir des semences, donc des petites graines de carotte. C'est ça qu'on va distiller. La carotte sauvage, on prendra plutôt la partie aérienne qui contient les graines et toute la plante au-dessus. Et c'est
cette partie-là qu'on va distiller. Donc, j'espère que c'est très clair pour vous. Est-ce que vous pensez que l'huile essentielle de carotte, elle fait bronzer? Est-ce que vous allez avoir bonne mine si vous faites, par exemple, une synergie avec de l'huile végétale, j'invente, de rose musquée, et que vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de carotte dedans? Est-ce que ça va faire ce bel effet bronzant, auto-bronzant naturel? Donc, ça m'intéresse de savoir où vous en êtes avec tout ça. Je vous donne une petite astuce là, aujourd'hui, juste entre nous, on peut l'avaler, pas de toxicité. C'est même une huile essentielle qui est détox du foie et protectrice du foie. Et donc, vous allez en mettre une goutte dans de l'huile végétale de votre choix. Donc, pourquoi pas une huile végétale de Nigel qui est hyper bonne pour la santé, puisque anti-inflammatoire, stimulant immunitaire, mais vous pourrez choisir d'autres huiles végétales. Et tiens, quelle huile végétale vous choisiriez pour mettre votre carotte pour faire une détox? Ça m'intéresse fortement aussi. Et vous allez avaler cette synergie, donc une goutte d'huile essentielle de carotte dans votre cuillère à café de Nigel tous les jours, le matin à jeun pendant 21 jours. C'est comme ça qu'on réalise une détox avec l'huile essentielle de carotte. Les huiles essentielles ne contiennent jamais rien d'autre que des molécules aromatiques. Il n'y a absolument pas de vitamine A dans l'huile essentielle de carotte. Donc souvenez-vous de ça, hein. C'est si vous pouvez retenir une chose aujourd'hui, rien d'autre que des molécules aromatiques dans les huiles essentielles. Donc jamais de vitamines dans les huiles essentielles. C'est la bonne réponse. Donc vous pouvez vous mettre autant d'huile essentielle de carotte que vous voulez sur le visage, vous n'aurez jamais l'air plus bronzé. Et c'est une erreur qui est très très souvent faite parce que c'est l'huile végétale de carotte qui fait bronzer. Et donc on a une grande confusion entre huile essentielle et huile végétale. Et du coup, il y en a qui disent ah, pour bronzer, mettez de l'huile essentielle. Vous le savez aujourd'hui, il y a des molécules aromatiques, ça ne fait pas bronzer. Par contre, dans l'huile végétale de carotte, il y a de la vitamine A et donc du bêta-carotène. Et donc, bien sûr, l'huile végétale de carotte va vous donner cet aspect bonne mine. Alors, est-ce que vous savez comment on obtient une huile végétale de carotte? C'est-à-dire, quelle partie, puisqu'on parlait justement ici des semences, du fruit qui est plutôt la partie aérienne, est-ce que vous savez quelle partie de cette plante de carotte on va mettre trempée dans une huile végétale pour obtenir ce qu'on appelle de l'huile végétale de carotte? Parce que vous savez que l'huile végétale de carotte ne s'obtient pas à pression, à froid de graines, comme la plupart d'huiles végétales. Ici, c'est plutôt une macération. Le flacon, huile essentielle de carotte qui vient de chez Phytosun, l'organe d'extraction, c'est semences. Et bien ça, c'est impeccable. Et sur celle qui vient de chez Pranarome, l'organe d'extraction, c'est fruits. D'ici ma question. Oui, regarde déjà quel est le nom latin de l'huile essentielle. Est-ce qu'on parle d'une carotte sauvage ou est-ce qu'on parle d'une carotte cultivée? Si on parle d'une carotte cultivée, on prend les semences. Si on parle de la carotte sauvage, on pourra prendre le fruit. Ce n'est ni le fruit, ni les feuilles que l'on va mettre en macération, c'est la racine. Et vous savez, la racine, c'est la carotte que vous mangez tous les jours. C'est la racine, en fait, de la carotte. Donc, c'est cette racine, donc en fait, la carotte orange que vous mangez, qu'on va mettre à macérer. Toujours pour une détox pendant la période détox, chlorelle, huile essentielle, sel de bouleau. Donc ça fait tout à fait référence à une vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube, une vidéo qui s'appelait « Comment augmenter l'efficacité de votre cure détox ». Et donc, je vous expliquais que la chlorelle permettait de très fortement augmenter et que pour terminer une cure de sel de bouleau, c'est indispensable. Je ne vous en dis pas plus parce que vous pouvez aller voir la vidéo. Et donc, Maria me demande, est-ce qu'on peut prendre des vitamines et ou minéraux comme la vitamine D3, B, C pendant cette cure détox? Et oui, tu peux tout à fait prendre des vitamines, prendre des minéraux dans ta cure détox, il n'y a aucun problème puisque les minéraux vont même aider l'organisme, faciliter l'organisme à réaliser sa cure détox. Donc, je dirais même que c'est conseillé. N'hésite surtout pas à prendre des vitamines et des minéraux avec ça. Quelle marque conseillerais-tu pour l'achat de bourgeons et l'achat de livres? Alors moi, la gémothérapie, je ne suis pas sponsorisée par une marque, donc je vais t'en donner plusieurs. Il y a Herbalgem, que j'aime bien. Ici, à côté de chez moi, à Candiargues, il y a Phytofrance, qui fait des chouettes bourgeons aussi, de la chouette gémeaux. Et il y a Herbe et Tradition, que j'aime beaucoup, avec Christian et Éloi, qui ont des bourgeons vraiment très énergétiques, très, très riches en énergie, donc j'aime beaucoup également.
Les bourgeons, vous savez, on est entre les huiles essentielles et les fleurs de bac, donc quand même l'aspect énergétique est très important. Donc c'est très compliqué d'arriver à faire de la gémothérapie qui soit bien énergétique parce qu'il y a beaucoup de règles à respecter et donc dans ces marques, vous aurez vraiment ce bel aspect également, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Au niveau livre, ben moi je travaille qu'avec le précis de gémothérapie de Pitera qui est la bible de la gémothérapie. Donc je répète si tu veux l'acheter, précis de gémothérapie de Pitera. Je prends tous les matins une tisane à base de miel, citron, une cuillère à soupe donc de miel et une cuillère à soupe de citron, gingembre tout l'hiver. Dois-je faire une cure détox en plus malgré la présence de citron ou bien cela suffit-il? Mais moi, j'ai envie de te dire que là, pour moi, c'est bien. Tu n'as pas besoin de rajouter des huiles essentielles, sachant qu'en plus, tu le fais pendant tout l'hiver. Donc, c'est génial parce que citron, vous savez que c'est un détox un peu de toutes les voies, que ce soit du rein, du foie, enfin de tous les organes d'élimination. Tu rajoutes le gingembre qui a une affinité particulière pour les intestins et qui donc va faire un beau nettoyage intestinal. Donc, non, je ne pense pas que tu dois en plus rajouter encore des huiles essentielles. Je peux faire une boisson détox ou autre avec un hydrolat en plus de l'abrafine. Alors là, je ne comprends pas ce que tu veux faire. Donc les hydrolats sont solubles dans l'eau. Donc tu n'as pas besoin de rajouter du labrafil qui est un dispersant qu'on utilise pour disperser des huiles essentielles si tu veux juste boire un hydrolat dilué dans l'eau. Maintenant, les hydrolats, on ne les dilue pas dans l'eau, généralement on les boit comme ça. Si ta question, c'est de savoir si tu peux mettre des huiles essentielles dans un hydrolat, effectivement, tu vas devoir rajouter un dispersant. Et sache que le dispersant, c'est toujours 3 fois la dose d'huile essentielle que tu veux utiliser. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, s'il te plaît, la problématique des huiles essentielles cortisone-like et œstrogène-like? Est-ce qu'il faut comprendre que ça diminue ou ça augmente le taux? Alors, les huiles essentielles œstrogène-like, j'adore, parce que j'entends encore beaucoup de bêtises qui sont dites. Les huiles essentielles œstrogène-like, la sauge clarée n'est plus du tout considérée comme œstrogène-like, donc il faut arrêter. Il n'y a presque plus aucune huile essentielle qui est considérée comme œstrogène-like. Et œstrogène-like, ça veut dire qu'elle mime l'effet des œstrogènes, donc, entre guillemets, ça augmente, pas la quantité d'œstrogène, mais l'effet que produiraient les œstrogènes. Et il ne reste plus que les huiles essentielles à anétole qui sont œstrogène-like. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc toutes les huiles essentielles qui vont avoir un goût anisé, comme l'anis étoilé, le fenouil doux, ce n'est plus, toutes les autres qui ne sont pas à anétole, qui n'ont pas ce goût anisé, ne sont plus du tout considérées comme œstrogène-like. Donc ça, c'est important. Les huiles essentielles cortisone-like, donc comme par exemple le pin sylvestre, va aller tout en douceur stimuler les surrénales pour augmenter le taux de cortisol. Donc dans ce cas également, tu augmentes ton taux de cortisol. Quelle huile essentielle pour soulager la maladie de Sever chez un enfant de 11 ans? Alors la maladie de Sever, déjà il faut expliquer que c'est inflammatoire. Donc moi là, sur une session questions-réponses, je n'ai pas le temps de mettre un protocole en place pour la maladie de Sever et pour accompagner ce que le médecin veut mettre en place. Donc je ne pourrais pas répondre de manière détaillée. Maintenant, sachez que vous pouvez toujours réserver avec moi votre séance de conseil en aromathérapie. Vous n'avez qu'à aller sur le site pranazen.eu et vous réserver conseils personnalisés. Là, on peut vraiment, avec les médecins traitants, mettre en place des protocoles d'aromathérapie qui pourront aider. Ce que je peux te dire de manière simple, directe, si je suis dans une session questions-réponses, c'est qu'en tout cas, moi, je me dirigerai d'office vers le bourgeon de cassis, qui est un bourgeon anti-inflammatoire. Et comme la maladie sévère, c'est une maladie inflammatoire, mais le bourgeon de cassis pourra te donner de très bons résultats. Tu me dis chez un enfant de 11 ans, donc 11 ans, j'irai vers 5 gouttes d'huile essentielle de bourgeon de cassis le matin à jeun, 3 semaines sur 4. Et ensuite, on peut rajouter des protocoles plus aroma en accord avec le médecin. Quelle est la meilleure synergie ou huile essentielle qu'on peut utiliser pour un enfant de 4 ans pour diminuer le stress et les pleurs de la rentrée scolaire pour lui? Alors ça, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Le camomille noble, c'est le réflexe et vous verrez que j'en parle tout le temps. Camomille noble chez l'enfant.
Camomille noble. Donc, on a parlé d'un enfant de 4 ans qui avait des angoisses, qui pleurait, qui avait du mal. Camomille noble, c'est vraiment l'huile essentielle qui va le réconforter, qui va l'envelopper, qui va l'aider à avoir moins peur. Et donc, c'est une huile essentielle qu'on va beaucoup utiliser chez l'enfant. C'est aussi l'huile essentielle, je dis toujours, allez, pour les bébés. Bébé n'arrive pas à dormir, camomille noble. Bébé a des coliques, antispasmodique, camomille noble. Bébé a les fesses rouges, anti-inflammatoire, camomille noble. Bébé fait ses dents, camomille noble. Vous connaissez tous Chamomilla ou Camellia de chez Boiron. Camomille noble, c'est la base. Donc moi, j'essayerai toujours en priorité la camomille noble. Comment l'utiliser chez un enfant de 4 ans? Alors en formation, on voit toutes les règles de dilution chez l'enfant. Ici, pour faire simple, une goutte de camomille noble dans la main, 2 gouttes d'huile végétale de votre choix, et vous allez lui masser à 4 ans. Moi, j'aime bien sur les petits pieds. Je trouve que ça marche très très bien. Et on peut lui faire ça le soir avant de s'endormir ou même le matin avant de partir à l'école. Ça va lui faire beaucoup de bien. Laurier noble, pourquoi? Pour la confiance en soi. Souvenez-vous de Jules César et de la couronne de laurier noble qu'il avait sur la tête. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle de la confiance en soi. Et donc là, plutôt, lui faire un petit stick inhaler qui peut contenir 2-3 gouttes de camomille, 2-3 gouttes de laurier noble, lui mettre en poche et lui dire, quand tu vas à l'école ou au cours de ta journée, dès que tu auras peur, que tu vas devoir y aller, que tu vas devoir y arriver, être victorieux, ça on le dit dans sa tête, lui, il ne comprend pas, eh bien, il va ouvrir son petit stick, il va respirer, il va fermer les yeux, 2-3 inhalations et vraiment l'olfactothérapie, tellement important. Ça agit directement sur le cerveau limbique, siège des peurs, des émotions, des blocages. Donc, le top. Il nous dit petit grain bigarade, oui. Souvenez-vous, petit grain bigarade, c'est la distillation de la feuille de l'oranger amer. Moi, je l'appelle l'huile essentielle du businessman stressé. C'est ce que je dis à mes élèves en cours de formation. Vous voyez, cet homme d'affaires qui vient, qui est toujours à 1000 volts, qui court partout, qui a les intestins, qui se tourne dans tous les sens, qui a mal au ventre, qui va aux toilettes 40 fois par jour. Petit grain bigarade. On peut le faire chez un enfant, mais ce n'est pas vraiment pour moi l'huile essentielle télégraphique de l'enfant. Donc, je préfère vraiment camomille noble. Si je devais rester sur l'oranger amer, ben, je prendrais plutôt alors l'essence d'orange amer qui convient quand même mieux, un peu plus sucré, qui convient mieux à l'enfant. Ou pourquoi pas, ben, du coup, l'huile essentielle de mandarine. Donc ça peut se faire. Mieux que le petit grain bigarade quand même, qui lui conviendra très bien pour le businessman stressé. Quelle huile essentielle on peut utiliser, sachant qu'il y a plusieurs réponses possibles. Donc canal carpien ici, c'est un nerf qui est coincé. Ça fait très, très, très gênant, ça peut faire mal. Souvent, c'est l'opération. De toute façon, il faut ouvrir ouvrir un peu la gaine pour soulager ce nerf. Et donc, qu'est-ce qu'on me propose? De la Gaultérie couchée. Souvenez-vous toujours avec les précautions d'emploi de la Gaultérie qui sont, attention, pas de fluidifiant sanguin, les personnes allergiques à l'aspirine, pas chez l'enfant. Donc voilà, il y a quand même de grosses précautions d'emploi. Mais la Gaultérie couchée, souvenez-vous que c'est de l'aspirine, puisque dedans vous avez du salicylate de méthyle, l'aspirine étant de l'acide acétylsalicylique. Donc, on revient sur les mêmes molécules et la Gaultérie couchée contient plus de 95% de salicylate de méthyle. Donc, c'est typiquement comme si vous vous mettiez de l'aspirine sur la douleur. Donc, ça marche excessivement bien. L'eucalyptus citronné, génial Bernadette, ça marche très très bien. Donc, l'eucalyptus citronné, moi je l'appelle le pompier de l'inflammation. Donc, c'est mettre du froid sur le chaud. Mais du froid, pas de type menthe poivrée que vous allez sentir du froid au niveau du froid de l'inflammation. Donc, vous savez que l'inflammation, c'est rougeur, chaleur, douleur, tumeur. Mais ici, c'est vraiment toute cette réaction inflammatoire de chaleur qui va être stoppée grâce à l'eucalyptus citronné. Il y a de nouvelles études, dites-moi après si vous voulez que je vous les partage en privé sur l'eucalyptus citronné, incroyables sur son effet puissant anti-inflammatoire, aussi puissant que des antitox. Eh bien, la menthe poivrée, on en a parlé. Donc, la menthe poivrée avec son menthol a un effet froid, mais aussi un effet anesthésiant du coup. Et pareil, il y a des études qui sont sorties en montrant comment ils agissent sur les récepteurs par leur action antinociceptive pour calmer la douleur. Donc, Véronique, ici, tout le monde t'a aidé pour qu'on fasse une petite synergie pour ton canal carpien. Donc, pourquoi pas nous mettre de la Gaultérie, de l'eucalyptus citronné et de la menthe poivrée. Comme ça, on s'est tous mis ensemble. Tu fais sur le canal carpien, tu feras une synergie à environ 50%, donc 50% d'huile essentielle, 50% d'huile végétale.
Tu pourrais choisir une huile végétale d'arnica, qui est très anti-inflammatoire, ou de millepertuis, qui est décongestionnante antidouleur, et tu vas mettre cette synergie sur ton canal carpien jusqu'à 3 à 6 fois par jour sans aucun problème. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Il y a aussi une autre huile essentielle précieuse qui est l'huile essentielle d'immortel qu'on peut aussi beaucoup utiliser pour soulager le canal carpien, même pur, hein. Là, on va carrément mettre l'immortel pur sur le canal carpien plusieurs fois par jour et on a aussi de très très bons résultats. Mais si on fait avec ce que les élèves ont dit aujourd'hui, mais tu auras déjà une synergie au top et les huiles essentielles, tu peux les mettre à parts égales, hein, 2 ml de chaque, ça fait 6 ml et tu rajoutes 6 ml d'huile végétale. Ta petite synergie est prête, 2-3 gouttes que tu masses ici, 3 à 6 fois par jour. Voilà pour cette séance hyper riche. Moi, j'étais ravie encore de vous retrouver pour cette session questions-réponses qui aujourd'hui était vraiment incroyable. Donc, prenez bien soin de vous et puis on se revoit de toute façon dès le mois de novembre pour notre nouvelle session questions-réponses. Je vous souhaite une très très belle après-midi avec le soleil des huiles essentielles qui vous suit. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.